Alors, le sujet d'aujourd'hui, donc, c'est systèmes critiques, sont-ils à l'abri des hackers? Bon, c'est donc de la cybersécurité qu'on va parler aujourd'hui. Je dirais plutôt de la cybersureté, pour prendre un terme que je trouve tout à fait approprié d'un de mes panélistes, Pascal André, qui nous en parlera tout à l'heure. Euh, alors, la cybersureté, c'est une question vraiment fondamentale, hein, qui émerge et dont on parle de façon croissante, en fait. Euh, dans un secteur, finalement, le secteur de l'aéronautique et de la défense, qui est touché par une rupture digitale, hein, une digitalisation croissante sur l'ensemble de la chaîne de valeur, hein, du plus petit des sous-traitants jusqu'aux compagnies aériennes qui mettent en œuvre les appareils, en passant par le contrôle aérien, en passant par les constructeurs, bien sûr, et l'ensemble des équipementiers. Euh, donc, euh, euh, donc c'est un secteur qui est assez complexe au sens où il y a un écosystème développé, et sécuriser l'ensemble en fait de ce secteur est un enjeu, encore une fois, avec ce contexte de digitalisation. Alors, pour évoquer ce sujet passionnant et très lourd d'enjeux, hein, en fait, il s'agit quand même de maintenir en vol des appareils qui euh, transportent des passagers. Donc, c'est pas la rupture d'un système qui arrête les opérations au sol d'une unité de production, hein. Donc, c'est plus grave que ça. Donc, il y a des vies en jeu. Donc, pour évoquer ce sujet, donc j'ai un panel assez prestigieux. Donc, je vais les appeler un par un et puis les présenter rapidement. D'abord, Anne Bouvreau. Anne Bouvreau est présidente du Safran Identity et Security. C'est le leader mondial des solutions d'identité et de sécurité, plus communément appelé, et je pense que ça vous parlera dans cette salle, sous le nom de Morpho. Donc Anne, merci de me rejoindre. Euh, Ensuite, donc Pascal Andréi. Donc Pascal Andréi est vice-président Chief Product Security Officer d'Airbus Group. Donc c'est important ce titre, hein, donc Chief Product Security Officer d'Airbus Group, ce qui montre que la sécurité des produits et en son sein la cybersécurité, cybersureté est quelque chose d'essentiel, c'est évident, du reste. Donc Pascal va nous rejoindre. Merci Pascal. Donc Pascal est également au comité de standardisation de l'aéronautique, qu'il préside, représente à l'OSCI l'Europe pour les aspects de cybersécurité, et puis détail important, donc il est lieutenant-colonel de réserve au GIGN, donc ce qui veut dire que cette panel session est non seulement cybersécurisée, mais elle est aussi physiquement sécurisée, parce que je pense qu'on n'aura pas d'intrusion, en tout cas on pourra y répondre. Merci Pascal. Euh, Ensuite, Marc Darmon, donc merci de me rejoindre Marc, donc, qui est directeur général adjoint de Thales, système d'information et de communication sécurisé. Donc on dit SIX, je crois, chez Thales, me disait Marc. C'est quoi en fait? C'est les télécoms, l'informatique et la sécurité, donc pour faire simple. Donc Pascal est également, Marc pardon, est également depuis septembre 2014 président du Conseil des industries de la confiance et de la sécurité, CICS, ce qui l'amène à avoir une expression et des positions en fait de place dont nous parlerons également. Enfin, donc mon dernier panéliste, last but not least, donc c'est une autorité ombrelle et un régulateur en fait, Yves Verhoeven, qui a rejoint le secrétariat général de la Défense nationale en 2007 et qui puis l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, en 2009. Yves exerce la fonction de sous-directeur des relations extérieures et de la coordination depuis janvier 2016 à l'ANSSI. Merci Yves de nous rejoindre. Euh, voilà, donc le débat est planté, les acteurs sont autour de la table. Donc je vais commencer par vous, Pascal. Donc c'est important de s'adresser à l'avionneur, hein, parce que dans cette question de la cybersureté, cybersécurité, on se pose toujours la question, sachant qu'un avion devient un objet digital de plus en plus connecté, de qui est responsable en fait. Qui est responsable quand il y a des problèmes? Qui est responsable de le protéger de sa conception à sa mise en œuvre? Et la question n'est pas neutre, en particulier pour le constructeur, hein, dans un contexte d'entreprise étendue. C'est le constructeur, ses sous-traitants, c'est-à-dire qui inclut une dimension de complexité additionnelle. Bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Bon, le responsable, s'il y a un hacker, ça va être le hacker qui est responsable de ce qu'il peut faire. Bon, il faut savoir que le domaine aéronautique est un domaine très réglementé. Donc nous, on va être conforme à la réglementation, ça c'est une chose. Donc il faut qu'on soit conforme pour l'ensemble d'activités. La différence que vous avez fait tout à l'heure sur la sécurité versus sûreté est importante pour nous, hein, puisque
La sécurité, c'est la protection de l'avion contre des pannes, tout ce qui peut être, défaut de fabrication ou de maintenance. La sûreté, c'est les attaques malveillantes. Donc elles n'ont pas été considérées pendant longtemps, on va dire ça comme ça, ou pas assez, du moins pas à l'échelle auquel elle est aujourd'hui. Donc le rôle du fabricant d'avion, c'est d'abord d'être conforme à la réglementation. Donc pour cela, on a un certificat de type. Donc notre avion est certifié avec des autorités comme l'EASA ou la FAA. Et puis on va très souvent un petit peu au-delà de la réglementation parce qu'il y a des domaines sur lesquels on n'a pas encore de réglementation qui encadre notre activité. Alors ce qui est beaucoup plus compliqué, et c'était bien dit en introduction, c'est de gérer l'entreprise étendue. Donc nous, ce qu'on va faire, lorsqu'on va sécuriser un avion, on va regarder les différents environnements, l'environnement de conception, l'environnement de production, et puis la mise en service de l'avion et son opération au quotidien. Et dans l'environnement de conception, qu'on appelle le DOA, le Design Organization Approval, cet environnement-là, on va gérer tous nos prestataires, tous nos fournisseurs, tous nos équipementiers avec lesquels on a des relations. On a même défini une taxonomie commune, on a défini tout un ensemble de règles, on va appeler ça comme ça, et de niveau de sûreté. Et c'est avec eux qu'on va travailler sur la conception, sur le niveau de sûreté de conception de l'avion dans le cadre de la supply chain. La supply chain, c'est l'environnement le plus critique pour nous aujourd'hui dans la conception de l'avion. D'accord. Voilà. Comment on fait en pratique pour concevoir un avion sécurisé entre ses systèmes embarqués, sa communication avec l'extérieur? C'est quoi? On segmente des choses étanches? Comment on fait? Oui, tout à fait. En fait, alors on va beaucoup travailler sur. Alors, on va définir les environnements, comme je l'ai dit, un environnement de conception, de production et en service. Ensuite, on va faire des analyses de risque. Ce qui va être critique, ça va être notre bunker, ce sont les joyaux de la couronne, ceux qu'on va protéger. Et dans certains cas, on va complètement les partitionner, les ségréguer. Si on parle par exemple des commandes de vol d'un avion ou de certains équipements avioniques, mais il faut savoir qu'ils sont très peu connectés au reste de l'avion, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Ils sont très peu connectés. On a même inventé des diodes sur la 380 à l'époque. Et ces diodes filtrent les flux d'informations. On peut passer de l'information d'un domaine sensible à un domaine ouvert, mais il est impossible de remonter. Donc les allégations des hackers que vous voyez sur le web qui disent qu'ils arrivent à piloter un avion à accéder au moteur d'un avion à partir de système de distraction, c'est pas possible sur un avion tel qu'il est conçu aujourd'hui. Après, s'il a été modifié en service, évidemment, il faut se méfier, mais tel qu'il est conçu, c'est pas possible. Ça fait partie de la conception. Et puis, alors, je parlais de la conception, mais il y a une phase critique pour nous et qui est aussi critique pour lorsque l'avion est en service, c'est la partie production et maintenance. Donc, on ne sécurise pas que l'environnement embarqué de l'avion, on ne sécurise pas que les systèmes en ségrégant les réseaux, comme je l'ai dit, les moyens de communication, mais il faut surtout protéger l'avion quand il est entre guillemets ventre ouvert, puisque dans les phases de production, l'avion, on a des tas de sous-traitants qui sont sur le site, qui ont accès à l'avion, qui nous aident à télécharger les logiciels, qui nous aident aussi à faire du troubleshooting lorsqu'il y a des pannes, et puis en service, la maintenance. Donc dans ces phases-là, il ne faut pas la sous-estimer, bien au contraire, on est soumis à beaucoup plus d'attaques qu'on peut imaginer. Et en plus, les environnements industriels sont en général peu sécurisés. Donc chez Airbus, il y a une vraie volonté de sécuriser le produit, mais tout l'environnement industriel. Justement, vous dites l'avion est souvent à terre, le ventre ouvert, alors bien sûr sur les chaînes de production, mais comme vous le disiez, sur les unités de maintenance. Quelle collaboration entre un constructeur comme Airbus et les compagnies aériennes pour celles qui assurent elles-mêmes la maintenance? Il y a une co-responsabilité? Est-ce que, en particulier quand elles sont amenées à monter peut-être des pièces qu'elles commandent ailleurs ou qu'elles font fabriquer, comment ça se passe dans ce le rôle d'Airbus, au-delà du Type Certificate, on est toujours Type Certificate Holder une fois qu'on a délivré l'avion. Notre principal rôle, c'est de nous assurer que l'avion il est sécurisable et qu'on puisse le maintenir en conditions de sécurité. Ça, c'est important, puisque si on définit une architecture d'un avion qui est insécurisable, par exemple, vous mettez des logiciels que vous ne savez pas mettre à jour sur un avion, ou des antivirus, ou des listes de révocation des clés qu'on ne sait pas mettre à jour, on va avoir un gros souci. Donc notre rôle, c'est de s'assurer qu'il est sécurisable. Ensuite, c'est de nous assurer que les compagnies aériennes comprennent bien quel est leur rôle. Donc pour ça, pour chaque avion aujourd'hui qu'on livre, on livre un Security Handbook. Le Security Handbook, c'est un recueil de recommandations, ce ne sont pas des exigences, parce que ce n'est pas notre rôle, de recommandations que les compagnies aériennes doivent suivre pour maintenir le niveau de sûreté de l'avion après l'entrée en service. D'accord. On entend beaucoup
Dans les dernières années, il y a eu beaucoup de rumeurs finalement sur le thème. Il est possible de prendre le contrôle d'un avion à travers le système d'IFE, sous d'autres formes, donc avec des expressions de certains personnages sur le net. Donc j'imagine que ça vous a poussé à communiquer en réponse. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Alors oui, on va dire qu'en communiquant peu, puisqu'on est, on est toujours dans le domaine du secret, évidemment, donc on ne parle pas beaucoup. Et quand vous communiquez peu, vous laissez de la place à la rumeur, forcément. Et puis la rumeur, elle peut être générée par des personnes qui ont vraiment le sentiment que c'est pas sécure, donc ils communiquent parce qu'ils ne lisent rien sur ce sujet-là, donc ils vont communiquer un peu spontanément. Puis d'autres qui veulent faire le buzz. C'est un peu différent. Bon, dans les deux cas, de toute façon, il faut qu'on soit présent pour expliquer, pour montrer qu'on n'a jamais sous-estimé cette menace. Depuis, j'ai créé l'équipe Aircraft Security chez Airbus en 2001, donc après les événements du 11 septembre. On a recruté dès 2004 14 hackers. On était peut-être un des premiers groupes à avoir autant de hackers dans le groupe qui nous font des tests de pénétration sur avion très régulièrement. Donc ça veut dire que cette équipe, on l'a maintenue depuis lors. Bien sûr, elle a évolué, elle a changé, on a maintenu les compétences, mais il continue à nous faire des tests de pénétration. Donc, c'est une traduction française de penetration test, mais des tests d'intrusion sur nos avions régulièrement et sur les environnements industriels pour être sûr qu'on a toujours quand même 3-4 ans d'avance par rapport aux attaques. D'accord. Un dernier point peut-être sur Airbus. On sait bien que c'est l'un des deux acteurs d'un duopole mondial avec Boeing. Est-ce que, avec une concurrence féroce entre vous pour vendre des avions le plus possible au marché du transport aérien, sur ce domaine précis de la cybersécurité, c'est un partenariat, c'est une concurrence? Comment ça marche? Alors, ce n'est pas du tout une concurrence, on n'est pas du tout en compétition. Mes homologues, parce que je n'en ai pas qu'un seul, j'en ai un en particulier, mais j'ai beaucoup d'homologues chez Boeing, parce qu'ils n'ont pas la même organisation, on se parle beaucoup, on échange énormément, on a, on va dire, un accord, un gentleman agreement entre nous, sur lequel on a défini ce qui était du domaine de la concurrence, ou plutôt, on va dire, des domaines des compagnies aériennes, de nos clients. Si certaines compagnies aériennes font des choix de fonctions de sûreté embarquées, on n'en parle pas entre nous. Par contre, pour tout le reste, la menace, la taxonomie, les solutions, les attaques qu'on peut avoir en remontée de compagnies aériennes d'avions en service, on les échange. Alors, on a mis un cadre. Au départ, on n'avait pas de cadre. Et puis ensuite, on a commencé à mettre un cadre un petit peu plus officiel qui s'appelle l'ISAC, Information Sharing Analysis Center. Et on commence à communiquer de plus en plus à travers ce canal. Et donc, on n'est pas du tout en compétition avec Boeing, non. Bien au contraire. D'accord, merci beaucoup. Merci Pascal. Anne, donc tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le positionnement de Safran Identity et Sécurité, de Morpho finalement, donc dans le marché de la sécurité? Oui, avec plaisir. Alors, Morpho, Safran Identité et Sécurité, on est un leader mondial de l'identité et de la sécurité. Et notre cœur de métier, c'est la biométrie, c'est l'identification des personnes dans le monde physique et dans le monde numérique. Donc, on est dans le domaine de la cybersécurité, dans ce domaine de l'identification, dans ce domaine de savoir quelles sont les personnes qui ont accès à différentes choses. Donc, on est par exemple dans le domaine de la supply chain en train de regarder qui sont les personnes qui sont intervenues sur une opération de maintenance ou de mise à jour de logiciel et on permet une traçabilité ou une signature de ces éléments-là. Dans le domaine beaucoup plus large de la sécurité ou de la sûreté autour le domaine de l'aéronautique, il y a aussi tout ce qui est sécurisation des aéroports et des passagers dans les aéroports. Alors, on est moins dans la cybersécurité, mais on est beaucoup dans l'identification des personnes autour de ça. Donc voilà, on est autour de l'identité, de l'identification des personnes, de l'authentification de ce qu'elles peuvent faire dans un monde digital. Et on n'est pas dans la supervision des risques dans les SOC et des compagnies comme Thales ou d'autres compagnies qui font ça très bien. Nous, on est vraiment dans la prévention et dans l'identification de ce que les personnes font à titre de passagers, à titre d'agents de maintenance, etc., dans l'écosystème de l'aéronautique. D'accord. Et plus précisément sur les risques de hacking dans le secteur, sur des solutions que vous développez, Alors voilà, plus précisément, donc on est autour on a beaucoup de solutions qui permettent de tracer et d'automatiser ce que par exemple un agent de maintenance ou ce qu'une compagnie
compagnie, un équipementier peut mettre comme logiciel dans un équipement, ou ensuite ce qui peut comment cet équipement est mis au sein d'un avion qui va ensuite être livré à une compagnie aérienne. Comment est-ce qu'on peut suivre ça? Comment est-ce qu'on peut à la fois automatiser? Donc il y a une question d'automatisation de procédures, Pascal le disait bien, qui se font beaucoup manuellement ou de manière papier. On a les logs de ce qui peut être mis à jour dans le cadre des procédures de supply chain. On est dans l'automatisation, mais on est aussi dans la traçabilité et dans la signature électronique de ce qui peut être fait. Alors, on travaille en particulier avec Airbus. On a mis en place un portail dédié qui permet aux compagnies aériennes qui reçoivent un avion et un aéronef et de signer le fait qu'il y a un logiciel donné qui a été mis à jour. C'est telle version du logiciel, ça a été mis à jour à tel moment, à tel endroit. Et donc c'était, je pense, très bien expliqué par Pascal. C'est parce que, bien sûr, c'est la responsabilité après des avionneurs et puis vis-à-vis des compagnies aériennes de dire on a bien livré un avion qui est parfaitement sûr, on peut vous en confirmer toutes les caractéristiques. Et les compagnies aériennes vont vouloir vérifier que voilà, il y a bien une manière de tracer ça. Et cet aspect traçabilité et signature, c'est de plus en plus important avec tout le développement du digital et du software Et dans pour le ce faire, domaine. vous travaillez avec l'écosystème, en fait, avec les sous-traitants, parce que au fond, on se dit toujours que un tout petit sous-traitant à Toulouse n'a pas forcément les moyens de sécuriser en fait à 100% les composants qu'il va livrer. Est-ce que j'imagine que au travers de vos produits, vous avez un Bien filet sûr. sécuritaire qui permet quand même d'endiguer ce Bien risque. sûr, et le cœur du sujet, c'est que c'est un écosystème. Ouais. Le cœur du sujet, c'est qu'il n'y a pas une compagnie ou une organisation qui est responsable de l'ensemble. Donc, le sujet, c'est security by design. Encore une fois, ça a été déjà un peu évoqué. Il faut bien clarifier les responsabilités des uns et des autres, des différentes sociétés, qu'elles soient petites ou grandes dans l'écosystème. Et puis, il faut bien cloisonner les différents systèmes. Il y a bien sûr tous les gens qui font des mises à jour de logiciels, les gens qui font la maintenance, il y a les avionneurs, il y a les compagnies aériennes, il y a au niveau de l'aéroport, il y a plein d'intervenants, il y a le rôle des passagers dans tout ça. Il ne faut pas qu'un passager qui rentre dans un avion puisse avoir une action qui puisse changer quelque chose sur les paramètres de l'avion. Et ça, en cloisonnant, en isolant les différents systèmes, le système par exemple d'entertainment, de diffusion de vidéos au sein de l'avion, bien évidemment, il n'est pas connecté avec des systèmes critiques. C'est la même chose dans le domaine de la voiture aussi, mais c'est particulièrement sensible dans le domaine de l'aéronautique. C'est un écosystème, il faut faire du security by design, il faut isoler les différentes composantes, et puis après, il faut pouvoir identifier, tracer, authentifier, avec de l'authentification forte, avec de la signature électronique, avec toutes les briques qui existent, les différentes interventions. D'accord, merci. Marc, donc vous, c'est Thales, dont on sait que c'est un acteur clé dans la chaîne de valeur du secteur, comme finalement vous positionnez comme des experts de la cybersécurité, des systèmes industriels et opérationnels, et pas seulement pour l'aéronautique d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous donner votre vision de ces enjeux qu'on vient de parcourir forcément rapidement, et puis de la façon dont vous y répondez chez Thales ? Merci, bonjour à tous. Je crois que pour commencer, il faut un peu fixer les idées pour bien savoir de quoi on parle. Qu'est-ce que c'est que la cybermenace? On a tendance à un peu mélanger. En fait, pour simplifier, je mettrai 3 catégories. La première, c'est la cyberpollution. La cyberpollution, c'est l'usurpation d'identité, modification d'un site internet, on appelle ça un défacement, des choses comme ça. C'est très pénalisant, surtout pour celui à qui ça arrive, mais ça n'a pas un enjeu stratégique majeur. Plus grave, il y a le cyberespionnage, le vol de données stratégiques, de données commerciales, de données techniques. C'est ce qu'on voit beaucoup en ce moment, on en parle énormément. C'est aujourd'hui, je dirais, le gros de la menace et de ce qui arrive et de ce dont on parle. Et le troisième, c'est le cybersabotage, le travail d'attaque informatique sur les systèmes industriels, les systèmes opérationnels. C'est le sujet du jour, puisque ça peut être des activités de transport, ça peut être des chaînes de télévision comme on a vu récemment, mais aussi tout autre opérateur d'importance vitale. Donc il y a bien 3 catégories. Pour attaquer, pour se défendre contre ces attaques, nous, notre credo chez Thales, c'est une combinaison de plusieurs types d'activités. Il se trouve qu'on les maîtrise tous chez Thales, que je décris en 2 secondes. La première, ça paraît évident, mais c'est une sorte d'hygiène.
Ça paraît évident, mais une grande partie des attaques les plus retentissantes dont on a entendu parler récemment étaient juste par un manque d'hygiène. Alors je m'explique. Changer ses mots de passe, mettre à jour ses logiciels, mettre à jour ses serveurs, faire avoir de la redondance, enfin, des règles qui peuvent paraître évidentes, mais qui ne sont pas systématiquement respectées. Et pourtant, l'ANSSI a édité un guide d'hygiène donc à respecter. Et on a une bonne partie des menaces qui peuvent déjà être résolues par ça. Ça s'impose absolument dans toutes les entreprises. La deuxième chose, et c'est très très diffusé aux États-Unis, c'est la notion de protection des données. Aux États-Unis, on dit encrypt everything. On chiffre l'ensemble des données dans les serveurs, dans les bases de données, pour que lorsqu'une attaque arrive et passe une ligne Maginot de protection, eh bien, malgré tout, les données ne soient pas utilisables. Uncrypt everything, c'est une grande tendance aux États-Unis. Il se trouve qu'on est l'acteur majeur aux États-Unis dans ce domaine-là. Et la moitié, ou plus de la moitié des Fortune 500, des 500 plus grandes boîtes aux États-Unis sont nos clients, avec une tendance qui va probablement se dérouler dans le reste du monde. La sécurisation des données et la sécurisation transparente, sans que ça perturbe le fonctionnement, l'efficacité de nos systèmes, c'est une action très importante. Le troisième, et on en a un peu parlé, et peut-être pour les systèmes opérationnels le plus important, c'est ce qu'on appelle le Cyber Secured by Design, la prise en compte des contraintes de sécurité, de cybersécurité dès la conception des systèmes opérationnels. Ça demande d'avoir des experts en architecture informatique et en cybersécurité à la fois. C'est un vrai travail amont qui doit être fait sur l'ensemble des systèmes et je reviendrai sur comment on le traite, par exemple, sur l'ensemble de nos activités civiles, notamment dans le transport. Et puis le dernier, last but not least, comme disent les anglo-saxons, c'est l'activité de service de supervision de la sécurité des systèmes, mais en amont de consulting et de tests de pénétration. Nous-mêmes, on parle de plusieurs centaines de hackers pour faire des tests de pénétration pour nos clients et mesurer les risques. Le système de monitoring pour voir ce qui se passe. Et puis l'équipe d'intervention de remédiation, des sortes de SOS fantômes qui interviennent lorsqu'il y a un client nous appelle parce qu'il a été attaqué. Donc voilà les 4 grandes familles d'actions qu'il faut faire pour se cybersécuriser. Alors il se trouve qu'on maîtrise l'ensemble en Europe et aux États-Unis pour la protection des données. Sur les systèmes opérationnels, par rapport aux autres sujets de la cybersécurité, on voit bien qu'il faut combiner les 2 compétences. La compétence d'être spécialiste de systèmes d'information, d'informatique et de sécurité informatique, mais aussi un spécialiste de systèmes opérationnels et systèmes industriels. Puisque c'est la conjonction des 2 qui font un système industriel protégé. Alors, chez Thales, on a communiqué sur le sujet. Pour l'ensemble de nos activités civiles, on a mis la cybersécurité comme un vrai discriminant avec l'ensemble de mes équipes qui sont à disposition du reste du groupe pour protéger les systèmes d'avionique ou de divertissement à bord pour les avions, de signalisation ferroviaire, de contrôle de trafic aérien, de sécurité des villes et de sécurité des sites critiques, et des choses comme ça. Donc avec un vrai programme interne de renforcement. Très bien, merci. Yves Verhoeven, donc, vous avez à l'ANSSI un double rôle, donc un rôle de sensibilisation à ces questions pour l'ensemble des secteurs, je dirais pas simplement du secteur aérospace et défense, et aussi un rôle de régulateur récent avec la loi de programmation militaire. Comment vous voyez les risques liés à ce secteur en particulier? Où est-ce que vous en êtes avec ces différentes composantes, que ce soit les constructeurs, les compagnies ou les contrôleurs aériens, par exemple? Alors effectivement, on est là sur un sujet qui nous intéresse énormément parce que le secteur de l'aéronautique est un secteur qui est l'objet d'une grande sensibilité, en particulier au niveau du transport de la part du grand public, qui a une sensibilité toute particulière pour les risques qui peuvent être mis en avant au sein de ce secteur. Nous, du côté de l'ANSSI, on s'intéresse à ce secteur, mais aussi à un certain nombre d'autres secteurs d'activités d'importance vitale. Au total, une douzaine de secteurs vis-à-vis desquels, comme vous le disiez, effectivement, on fait beaucoup de sensibilisation et on travaille aussi en prévention. Et puis, lorsque ça se présente, et avant tout sur la menace en termes de cyberespionnage dont parlait Marc précédemment, en réaction pour faire de l'accompagnement. Même si, bien évidemment, tout un chacun peut penser au premier cas de sabotage avéré auquel on a été confronté, notamment l'année dernière, avec le cas de TV5 Monde. Fort heureusement, à l'heure actuelle, dans un secteur aussi sensible que celui de l'aéronautique, on n'a pas eu à constater les effets de telles attaques en sabotage.
Donc sur ce secteur spécifique de l'aéronautique, donc nous nous sommes attelés à la tâche en fait assez tôt à partir de la création de l'agence dès 2009, en particulier dans la sphère civile, donc la dimension transport, ce qui nous a permis à la fois de constater que c'était un secteur d'une certaine manière de pointe, avec une culture très forte en matière de sûreté et de sécurité, ce qui a permis, malgré ce qu'a pu dire Pascal, malgré tout assez tôt de prendre en compte la cybersécurité quand on compare à l'échelle des différents secteurs d'activité d'importance vitale. À nouveau, on est ici quand même sur un secteur qui fait preuve d'une maturité toute particulière. Et du coup, on a pu participer conjointement avec des homologues étrangers à des audits, à des audits de sécurité, à des tests de pénétration qui nous ont permis notamment de rassurer les autorités de contrôle internationales vis-à-vis justement de la sécurité, la cybersécurité du secteur, vis-à-vis desquels les avionneurs ont des gages à donner vis-à-vis des autorités de contrôle. Alors la loi de programmation militaire, donc qu'est-ce que ça change en fait sur ce thème précis en fait? Alors vous touchez à un sujet sensible qui nous fait beaucoup parler en ce moment, puisque cette fameuse loi de programmation militaire, désormais un petit peu ancienne puisqu'elle date de 2013, a ancré le rôle de l'ANSSI au travers de son article 22 sur la cybersécurité des secteurs d'activité d'importance vitale, en positionnant l'ANSSI comme régulateur dans le domaine de la cybersécurité. Donc le travail qu'a mené l'ANSSI depuis décembre 2013 a consisté à produire, via une co-construction avec les acteurs des différents secteurs, des textes d'application de cette fameuse loi, qui visent notamment à identifier pour chaque secteur les systèmes d'information d'importance vitale, identifier quelles sont les règles de sécurité que l'on pouvait raisonnablement imposer tout en élevant substantiellement le niveau de cybersécurité du secteur. Ça impose aussi aux opérateurs d'importance vitale concernés de remonter les incidents de sécurité à notre agence. Et enfin, en temps de crise, c'est nous qui sommes aux manettes des mesures en matière de cybersécurité. Spécifiquement sur l'aéronautique, 2 secteurs sont concernés. Donc le transport dans sa dimension aérien et par ailleurs le secteur des activités industrielles de l'armement. Et donc aujourd'hui, l'ANSSI dispose, on va dire, d'une expérience de coopération assez forte dans le secteur du transport aérien et est en train de développer sa connaissance plus fine au sein du secteur des activités des industriels de l'armement. D'accord, merci. Un petit retour sur Marc, au titre de Thales, vous m'avez indiqué que vous aviez participé à la formulation de recommandations à la communauté européenne sur le thème de la cybersécurité très rapidement, et ensuite j'aurai une question collective. Quels en sont les axes forts de ces recommandations ? Oui, merci. Le commissaire européen Oettinger, commissaire au numérique, a créé en fait un groupe d'une dizaine d'industriels, les spécialistes européens de la cybersécurité. Donc, oui, ils m'ont demandé naturellement d'en être le président et le porteur de parole. Et on a travaillé sur des recommandations à la Commission européenne. Les recommandations recouvrent un peu ce que j'ai présenté tout à l'heure, puisque c'est les credos, je crois, de toute expert de sécurité. Donc, dans trois grands domaines: la protection des données, le cyber secured by design, et la recommandation était que tous les grands systèmes opérationnels et industriels des opérateurs d'importance vitale doivent prendre en compte la cybersécurité dès le début et être cyber secured by design, et puis la supervision et le monitoring de l'état de sécurité de ces systèmes opérationnels et industriels. Donc ça, ce sont les recommandations qu'on a remises dans un beau rapport, qui est un rapport qui est public, donc qui est téléchargeable sur le site de la Commission ou sur demande, qui est un rapport qu'on a remis donc en public au FIC à Lille sur l'estrade au commissaire européen Oettinger. D'accord, merci beaucoup. Une question un peu collective. En fait, nous, de l'extérieur, on a un peu le sentiment qu'il n'y a pas vraiment de démarche intégrée sur la cybersécurité, pas de gouvernance vraiment structurée sur ce thème à l'échelle du secteur. Est-ce que d'abord vous partagez ce sentiment? Est-ce que c'est une nécessité? Qu'est-ce qu'on pourrait faire?
Je veux bien commencer. Je pense qu'on va tous lire la même chose. Je pense que c'est très important qu'on travaille collectivement. On l'a dit, c'est un écosystème. On l'a dit, il n'y a pas une seule entité qui est responsable de faire fonctionner les choses. C'est un monde international en plus, avec des gens, des avions qui voyagent, des gens qui se déplacent. Donc, c'est pas sous la responsabilité d'un pays. Donc, c'est particulièrement important de travailler à la normalisation et à la réglementation. C'est important de le faire au niveau mondial et au niveau européen. Je salue la présence de Patrick Key de l'EASA qui est ici. C'est important qu'on travaille énormément avec eux. C'est important qu'on travaille aussi avec la FAA et qu'on soit vraiment tous en train de contribuer sur ces sujets-là. Pascal, peut-être. Je ne vais pas la contredire ce qui vient d'être dit, évidemment. C'est vrai que tout ce qui est standardisation, normalisation et réglementation doivent être harmonisés. Il faut éviter de mettre, par exemple, trop de pression sur les fabricants d'avions, ce qui a été un peu trop longtemps le cas à mon goût. C'est vrai que quand vous parlez de responsable, vous vous adressez à moi. On est l'intégrateur. C'est vrai qu'on a une vraie responsabilité, mais on n'est pas tout seul et on est de moins en moins seul dans l'entreprise étendue. On a toute une supply chain à gérer. On ne peut pas être responsable de ce que font nos sous-traitants et on ne peut pas être responsable de ce que vont faire les exploitants, les compagnies aériennes. Donc l'important, c'est vraiment d'harmoniser la réglementation sur l'ensemble des acteurs et des partenaires, que ce soit des équipementiers, que ce soit les aéroports, les ANSP, les systèmes de navigation et de trafic aérien, que ce soit des opérateurs et des services de maintenance. Voilà. Il faut vraiment harmoniser. Il vaut mieux avoir un niveau un peu plus faible, mais très harmonisé, que d'avoir des conditions et des recommandations, des exigences très fortes sur un acteur en particulier et puis pas sur d'autres. Parce que là, on va avoir des vraies failles qui vont être contournées par les hackers ou d'autres potentiels terroristes. Donc il faut mieux harmoniser l'image. Et merci. Et encore une fois, il s'agit de sécuriser, comme toujours, les maillons les plus faibles de la chaîne, qui sont ceux qui en général, mettent en danger l'ensemble. Même si ce n'est pas facile, je reconnais. Si comme il a été dit tout à l'heure, nos petits sous-traitants, des petites sociétés qui ont 4, 5, 10 personnes aux alentours de Toulouse et qui travaillent avec nous au cœur de l'avion, parfois, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont même pas la notion des problématiques de sûreté, donc il faut les aider. Alors nous, on peut les aider, Airbus fait des choses, mais il est important de faire de la sensibilisation. Il faudrait peut-être que l'État aussi, des fois, les aide à se sécuriser quand ils sont critiques. Très bien, merci. Je regarde le chronomètre et je vois qu'on est au bout de... on ne peut qu'effleurer le sujet, bien sûr, et merci de vos contributions. Maintenant, il est temps de donner la parole à la salle pour quelques questions. Donc, allez-y, je pense qu'on a 5 minutes sur des questions. Ça permet 3-4 questions. Oui. Ou allez-y, si vous avez une voix qui porte. Sinon, je vous relayerai avec le mien. Donc. Et assez peu sur l'interaction de l'aéronef avec les autres aéronefs et avec le sol. Or, dans le domaine de l'automobile, par exemple, on sait que sans aller jusqu'à prendre le contrôle d'une voiture, il est très facile d'envoyer des informations. Il sera très facile, parce que les équipes sont en production, il sera très facile d'envoyer des informations erronées à une voiture pour la guider, par exemple, à un endroit où on va créer des embouteillages monstres qui pourraient être événements redoutés. J'imagine que dans le domaine de l'aviation, c'est un peu pareil. Vous avez des équipements au sol de guidage comme les bords, vous avez des moyens de communication interaéronefs pour éviter les collisions. Est-ce que là aussi, il y a un danger de leurrer les systèmes par des informations fausses et qui pourraient sans prendre le contrôle de l'avion, simplement l'envoyer vers une localisation fausse. Simplement, par exemple, des bords qui se mettraient, ou des faux bords qui se mettraient à envoyer des fausses informations. Qui répond à ça? Bon, effectivement, c'est une très bonne question. Il faut savoir qu'on a, dans le domaine de la safety, là on va reparler de la safety, on a toujours des systèmes redondants. On ne se base jamais que sur une seule information.
Donc ça, c'est important à être dit. Mais dans le domaine de la sûreté, on a envisagé ce genre de choses. Alors, je ne dis pas qu'on a des solutions pour tout, mais ça fait partie des menaces qu'on envisage. Il n'y a pas que les VOR. Si vous brouillez un GPS ou un système, un ILS, un Instrument Landing System d'un aéroport, effectivement, je suis arrivé ce matin de Toulouse, il y avait un plafond à 100 mètres de visibilité. Je peux vous assurer que l'avion est arrivé à l'ILS jusqu'à 50 mètres du sol. Donc là, on fait confiance aux instruments et c'est critique. Mais on a énormément de systèmes redondants. Je ne dis pas qu'on est sûr à 100% et personne, enfin j'espère, personne croit qu'on est sûr à 100% parce que ça n'existe pas, mais on fait le maximum pour essayer de faire en sorte que la safety et la security soient conjointes et qu'on utilise les bénéfices de l'un pour les vulnérabilités potentielles de l'autre. Et c'est vrai que la safety nous aide souvent dans le domaine de la sécurité par la redondance et par la multiplication des systèmes qui vont essayer de corréler les informations. C'est pas facile. Le TICAS dont vous avez parlé, qui est le système anti-collision, on a essayé de le brouiller, on a essayé de le casser, on a fait des recommandations, on a fait des modifications par le passé. Voilà. Pourtant, ce n'était pas encore réglementé, mais c'était des choses qu'on avait envisagées. Et il y aura bien d'autres choses, mais il faut être à l'affût. C'est pour ça qu'on a des hackers qui anticipent toutes ces menaces chez nous. Et c'est vrai qu'ils attaquent tous les systèmes. Ils essayent. Nos hackers. Yves. Oui, si je veux compléter, du point de vue de l'autorité de régulation en matière de cybersécurité, notre travail porte avant tout à l'échelle du secteur. Évidemment, on travaille avec des acteurs spécifiques, et notamment les avionneurs, mais la vision que nous tentons de développer, c'est bien une cybersécurité à l'échelle du secteur, en travaillant avec l'ensemble des opérateurs, que ce soit des avionneurs, des industriels, des aéroports, le contrôle aérien. Et lorsque nous identifions ou lorsqu'on porte à notre connaissance des vulnérabilités, c'est bien dans une perspective systémique qu'on la replace dans un contexte de manière à pouvoir mieux, avec les acteurs principaux du secteur, identifier quelles sont les menaces réelles associées à cette vulnérabilité. Mais l'idée, en tout cas, est bien de ne pas se concentrer sur des sous-secteurs, des objets qui pourraient avoir un côté un petit peu anecdotique. En tout cas, c'est bien une approche globale que nous cherchons à avoir. Autre question, je vois Alain Robic là, qui est chez nous Deloitte, un spécialiste du sujet, donc je redoute sa question. Fiable. Bon, c'est clair que c'est pas un sujet facile et c'est pas le rôle d'Airbus d'aller auditer les différents MRO de la planète. Malheureusement, on le sait qu'on va avoir on va avoir une orientation vers des MRO dans des pays, on va dire en zone dollar, ou des pays un petit peu ésotériques. Alors, nous, on fait énormément de recommandations auprès des compagnies aériennes. Tout à l'heure, j'ai parlé du Security Handbook. Le Security Handbook, qui vise à dire aux compagnies attention à ces choses-là. Donc, on l'a identifié, on leur dit, on ne peut pas aller au-delà. Après, comme l'a dit Anne tout à l'heure, la traçabilité, c'est ce qui est plus important pour nous. On a mis en place la signature électronique sur les avions. On a été le premier à la 380, grâce à Sagem et puis Morpho, pour signer tous les logiciels embarqués. Alors, signer un logiciel, ça ne va pas empêcher d'avoir du logiciel corrompu, cohérent dans l'avionique, évidemment. Ça. Mais par contre, on trace tout. Et on saura d'où vient la gargouille, on va savoir tracer d'où est venu le malheur, le malware, et pouvoir remonter à la source. Bon, évidemment, pour des systèmes très critiques, nous-mêmes, on va faire de l'analyse ligne par ligne du code. Par exemple, l'avionique, d'ailleurs, les commandes de vol, elles restent chez Airbus, on ne les sous-traite pas. Et on demande aux compagnies aériennes aussi, en cas de modification, de nous demander.
Après, on leur demande aussi de faire appel à nous lorsqu'elles veulent faire des modifications sur avion, en particulier soit des phases de maintenance classiques, soit des modifications qu'on appelle des STC, Supplemental Type Certificate, parce que tu l'as à demi-mot dit dans ta question, mais il y a évidemment la maintenance classique d'un avion et puis il y a les modifications. Une modification peut dégrader le niveau de sûreté des architectures qu'on a définies chez Airbus. Et ça, c'est important de le dire. Donc, il faut absolument que les autorités s'assurent que les STC soient bien maîtrisés dans la durée de vie de l'avion. Il faut savoir qu'un avion, il va être 3 mois chez Airbus et puis 20, 30 ans en service. Donc, la fenêtre d'exposition, on sait où elle est. Mais par contre, c'est dans ces 3 mois-là qu'on va y mettre le maximum de fonctions de sûreté et de moyens de maîtriser et de tracer. Voilà. Donc la traçabilité fait partie des solutions. Ce n'est pas la panacée, mais c'est une des meilleures solutions qu'on ait trouvées aujourd'hui. Peut-être une dernière question. Je crois que quelqu'un s'était agité par là pour en poser une. Voilà, je vous en prie. Bonjour, Ares Kelly, journaliste pour Merger Market. J'ai une question très rapide par rapport à la cybersécurité dans le développement de nouvelles solutions. J'imagine qu'on se rapproche de certains réseaux de start-up assez innovantes. Donc je pensais à monsieur de Safety Line. Est-ce qu'il y a un intérêt justement à se rapprocher davantage? Et de quelle nature serait le rapprochement? Des participations minoritaires ou voilà, l'animation d'un réseau? Merci. Je me suis saisi du micro parce que j'ai la chance d'être le président de ce qu'on appelle le SIC, c'est-à-dire le Conseil des industriels de confiance sécurité. C'est un peu le syndicat professionnel des industriels de la sécurité, dont la cybersécurité est un morceau. Et le sujet que vous levez est un sujet qu'on adresse régulièrement. En fait, c'est le sujet, dans ce domaine-là, du rapport entre les grands groupes, les ETI et les PME. J'élargis ça d'ailleurs aux laboratoires et aux startups. En fait, s'il y a un domaine dans lequel la complémentarité est logique et totale, c'est bien le domaine de la sécurité au sens large, y compris la cybersécurité. On a besoin de grands groupes intégrateurs capables d'englober un besoin global, celui de la sécurité d'un avion ou d'une infrastructure critique, capables aussi de tirer le business à l'exportation. Et on a besoin des PME, des startups, des laboratoires de recherche pour faire émerger toutes les nouvelles technologies ou nouvelles idées qui peuvent l'alimenter. Et du coup, c'est important d'avoir ce lien. Et donc, au sein du CICS, justement, on a ce dialogue grand groupe ETI, PME et start-up, un peu de l'institutionnaliser. Alors, je prends l'exemple de ce que l'on fait nous chez Thales. Moi, j'ai une équipe à Palaiseau de près de 200 personnes qui passent sa journée à tester des solutions venant de PME et de start-up pour voir comment on pourrait les insérer dans des offres, dans des démonstrateurs, dans des offres commerciales ou dans des offres marketing. Alors, évidemment, il reste forcément une frustration du côté des PME, car pour une technologie ou une idée, il y a plusieurs PME concurrentes et chacun des intégrateurs en prendra 0 ou 1. Mais pour autant, la complémentarité, elle est quasiment institutionnalisée au sein des grands groupes, parce que je ne pense pas que ce que fait Thales est original. Anne, peut-être un dernier commentaire là-dessus? Oui, juste pour renforcer, je participe avec Marc au CICS, effectivement, donc on travaille à ce genre de sujet. Mais après, pour vous donner un éclairage d'un autre groupe, donc le groupe Safran, on a plusieurs manières d'interagir avec des startups. Bien sûr, les startups se financent directement, mais après, les grands groupes peuvent soit, par le biais du venture, prendre un ticket, une participation faible, et puis regarder des accords de coopération. Après, on peut avoir des accords purement commerciaux, de développement. Et puis, on peut décider à un certain moment, si on est vraiment intéressé et qu'on veut travailler en partenariat un peu plus longuement avec une start-up, de prendre une participation, voire de l'acquérir. On en a, nous, chez Morpho, acquis ces dernières années. Ça fait partie des différents types de fonctionnement avec des start-up en fonction de leur domaine, en fonction de leurs souhaits et puis en fonction des besoins commerciaux qu'on a. Voilà. Très bien, merci. Je crois qu'on arrive au terme. On a tenu parfaitement le timing, donc on a fait